Et vous êtes bien sur la Might TV en compagnie aujourd'hui de Knights of Mandala, en tout cas une partie du groupe. Ça va les gars ? Tranquille, impeccable. Ouais, on est en présence donc de Mathieu et Florian, je vais vous laisser vous présenter. Ouais, moi c'est Florian Kawugi, je suis batteur et un peu le manager du groupe Knights of Mandala. Et le deuxième. Et je suis Mathieu, connu sous le nom de Rodney Stone, et je suis le bassiste, guitariste et aussi assistant manager du groupe. Yes, super. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, du coup, c'est quoi Knights of Mandala ? C'est quoi et c'est qui ? Moi, je te laisse commencer. Eh ben, on va commencer par les évidences. C'est un groupe de dub parisien qui s'est fondé en fin 2015, début 2016. Qui est constitué donc de 5 membres. Au départ, c'est la rencontre de Oli Mandris, donc le trompettiste, Woogie et moi qui avons fondé le groupe et auquel nous ont rejoint Made in Sea et Kaz, le machiniste et le claviériste du groupe par la suite. Et puis depuis début 2016 donc. Et Ok. à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Voilà, Knights of Mandala aussi. Dedans, t'as du coup 5 musiciens. Qui sont aussi compositeurs, chacun de leur côté, des fois dans des styles différents, des fois dans le style dub, le style prépondérant du groupe. Et puis voilà, ouais, dès le départ, ça a été la rencontre de 3 musiciens principalement. Et après, on s'est vite aperçu qu'il fallait qu'on grave un petit peu dans le son, qu'il fallait qu'on cherche des musiciens, notamment un machiniste. Ça nous a un peu élargi notre son parce que dans le milieu du dub, c'est très machine, très tout ça. Donc on avait envie de ça, et aussi quelqu'un qui fasse pas que des machines, aussi un peu de son design, qui est aussi une part importante dans le groupe parce que on a un imaginaire dans le groupe qui est très très étendu. Et on voulait pas s'arrêter à l'aspect musical de la chose, vu qu'on n'a pas de chanteur. C'était intéressant de mettre des samples, des répliques de films et tout ça dans le groupe. C'est ce qui participe aussi un peu à l'originalité du groupe, quoi. Ouais, à pimenter la sauce. Tout à fait. On peut dire ça. Ce qui nous réunit en tant que groupe, c'est la musique dub et la culture geek au sens assez large du terme, et peut-être plus spécifiquement la science-fiction et l'heroic fantasy quand même. Ok, intéressant cette partie dans votre imaginaire donc. Je voulais tout de suite entrer un peu dans l'actu avec votre clip qui est sorti. Alors moi je l'avais vu, ça faisait 22h, donc ça a dû sortir hier. C'est ça, dans la sorti journée le 6 février dans la journée, ouais. Ok, et donc c'est en featuring avec Jinka. Ouais. Ça s'appelle Sunset of the Island et on vous envoie ça. Más lento y cada vez me da más miedo el movimiento. Yo solo busco silencio.
Walking through the mountains, I'm here to stay. I feel free, free again. I feel free, free again. 'Cause I feel free, free again. 'Cause I feel free. Alone on the island, nobody knows my name, and it's better this way. Alone on the island, walking through the mountains, I'm here to stay. Alone on the island, nobody knows my name, and it's better this way. Alone on the island, walking through the mountains, I'm here to stay. 'Cause I feel free, free again. I feel free, free again. 'Cause I feel free, free again. 'Cause I feel free, free again. 'Cause I feel free. Et vous êtes bien de retour sur la Might TV, toujours en compagnie de Knights of Mandala. Alors là, on vient d'écouter, et pour ceux qui le verront en podcast, de voir votre dernier clip, Ouais. donc qui est sorti il y a très peu de temps, qui a été réalisé par Thomas Restou, C'est ça, si je tout à prononce fait. bien, qui a aussi réalisé Only Good System, qu'on va voir un peu plus tard. Exactement. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord un peu de cette personne? J'aimerais que vous nous disiez quelques mots par rapport à lui. Oui, Si oui. c'est possible. Écoute, Thomas Restou, à la base, c'est un photographe vidéaste qu'on a rencontré via le projet SNK. Donc, on travaille aussi dans ce projet-là. C'est un duo de chanteurs de la nouvelle génération reggae dub. Et voilà, c'était un ami d'enfance d'un des deux chanteurs. Ok. Voilà, donc on s'est mis en relation et on a beaucoup tout de suite accroché sur son travail. Il était très créatif, il corrélait bien aux idées du groupe. On avait déjà travaillé avec d'autres photographes et réals avec qui ça s'était très bien passé aussi. Mais lui, il a une patte très actuelle qui nous a plu tout de suite et ça s'inscrivait tout de suite dans le projet qu'on voulait faire cette année. Donc il a fait le premier Only Good System et puis celui-ci qui est sorti et peut-être un prochain aussi. Une bonne alchimie alors. Ouais, C'est carrément. ça, et puis on a aussi eu l'occasion de l'avoir comme photographe avant sur différents events à nous, donc ça fait, on va dire, ça fait 1 an et demi qu'on a commencé à travailler avec lui, et ça fait vraiment 4-5 mois qu'on est vraiment passé à la partie clip plus profondément, quoi. Si Ok. on peut en parler peut-être un peu plus profondément quand même pour le rattacher, il fait aussi partie d'une structure qui s'appelle LBDF, le bruit de fond, qui est un webzine, je crois Ouais, c'est un webzine. J'ai vu le logo sur Only Good System. Tout à fait, d'accord, Ouais, oui. c'est ça. C'est le média auquel il est rattaché et qu'il a monté avec un autre ami d'enfance à lui. D'accord. Et c'est aussi via ce biais-là qu'on l'a rencontré en partie, puisque assez rapidement après l'avoir rencontré avec Julien, en fait, ils nous ont proposé une interview pour Knights of Mandala. Donc Let's go. Voilà. Ok, cool. Ouais, non, j'aime bien son travail. Et puis, notamment dans la photo, mais on retrouve ça un peu là-dedans. Ouais. Il y a un travail de la couleur, mine de rien, assez propre à lui. Il a vraiment Ouais. sa patte, quoi. Ouais, il a Ou au déjà noir une et patte. blanc aussi, les tons gris. Ouais, noir et blanc. c'est ça. Il aime bien filtrer un peu l'image, tout ça. C'est intéressant. Et nous, l'étalonnage. ça nous plaît beaucoup parce que justement, on aime ça aussi. Ouais. Ce clip, il dégage un truc assez apaisant, aussi libérateur. Il y a pas mal de choses là-dedans. Et donc, par rapport au featuring, la personne, la demoiselle avec qui vous faites ce featuring, c'est qui et comment vous l'avez rencontré? Comment vous en êtes arrivé à ce featuring? Écoute, Jinka, on l'a rencontré.
on l'a même pas rencontrée, on a suivi un petit peu ce qui se faisait à Dub sur Paris depuis ces 5 dernières années. La découverte, quoi. Ouais, on l'a découverte. Bon, elle était déjà bien implantée, elle avait déjà fait beaucoup de featuring, beaucoup de projets, notamment chez Brigante Records, le label de Bigaranx. Ok. Donc, surtout, ouais, elle avait déjà fait des petits projets comme ça, mais elle est vraiment très libre dans sa façon de vivre. Du coup, voilà, elle peut faire des sessions où elle va chanter pendant un moment, se mettre à fond dans la musique, puis à un moment partir kiffer la vie, quoi, Ok, et puis revenir. ok. Elle est vraiment libre là-dedans. Et puis, voilà, on lui a proposé comme ça du jour au lendemain de travailler avec nous sur un morceau, et elle a accepté direct. Donc Wow. elle a bien aimé le son du groupe et un peu ce qu'on voulait transcrire. Et elle a écrit son texte et ça correspondait très bien à ce qu'on voulait faire, notamment ce son chill qu'il nous fallait. C'est ça. On n'avait pas encore un featuring supplémentaire, notamment avec une chanteuse. Ouais. On avait plein à faire. Ça a été la première, donc ça c'est cool. Ça en lancera peut-être d'autres pour Il y la en suite. aura d'autres. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et puis voilà. Bah, ouais, voilà. Après, si on veut parler un peu plus du sujet du clip et de ce qui se Oui, passe dedans, le oui. rapport au texte et à l'image, nous, quand on lui a soumis le texte, voilà, bon, on avait effectivement déjà un peu cette idée de deal, etc., de, entre guillemets, un voyage en retour vers la nature, un peu comme ce qui se passe ouais, carrément, ouais. dans le clip, mais elle a apporté quelque chose qui était aussi la séparation du corps et l'esprit, quelque part, que c'était plus un voyage spirituel plus que corporel, et c'est vrai que nous, après, dans notre, comme on le disait, on a un gros rapport à la culture geek et tout, et ça nous a un peu fait penser à cette séparation qu'il peut y avoir dans Matrix entre justement la séparation du corps qui est quelque part et de dans la l'esprit matrice, qui peut voyager directement de cette façon-là, en fait. Ok, ouais, hyper intéressant. Et c'est vrai que ça rejoint totalement votre imaginaire. Donc tu m'as parlé de qu'est-ce que raconte ce clip. Moi j'aimerais aussi parler, donc voilà, on va venir un peu au basique, c'est-à-dire vous, ce groupe, comment, donc vous m'avez expliqué un peu comment ça s'est créé, mais quels sont vos rôles dans ce groupe-là un peu, et quelles sont vos influences? Ok. Je peux commencer par moi. Donc moi je suis le bassiste du groupe quand on est en formation groupe, donc basse, batterie, clavier, puisque le groupe se décline en plusieurs facettes, et une facette plus sound system où là j'assure la guitare, et par contre peu importe la formation, c'est moi qui communique avec le public quand on est Speaker. ouais, voilà, c'est ça. Quand on est sur scène, après sur la partie peut-être plus derrière, c'est ce qu'on disait, on manage un peu le groupe avec Woogie, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des dates, justement c'est nous question d'organiser l'agenda pour le tournage des clips, les enregistrements, etc. On s'occupe un peu de la mécanique de l'ombre que les gens voient pas forcément. On voit pas forcément en fait. Hein. Si vous voyez un post sur la page, en général, c'est un de nous deux avec Made in C qui l'avons produit, ou sur Instagram c'est pareil en fait. On s'occupe un peu de ce qui est derrière, et après, comme on l'a dit, on est 5 compositeurs dans le groupe, donc bien évidemment on compose aussi des morceaux pour le groupe, et après on les retravaille tous ensemble pour les revoir, mais je pense que Ouais, on est, encore une fois, c'est ça qui est intéressant dans ce groupe, c'est qu'on a chacun nos influences propres. Il y en a qui viennent plus du rap, il y en a qui viennent du reggae, il y en a qui viennent du jazz, et toutes ces influences-là se sont retranscrites tout de suite dans le groupe. C'est pour ça qu'on a ce côté un peu fusion tout de suite à l'oreille. Après, ouais, du coup, moi, Woogie, je suis à la MAO, à la batterie, principalement au niveau musical. Comme Rounel l'a dit, du coup, via notre label Weta Records, on manage le groupe, on fait un peu tout ce qui est travail de l'ombre et tout ça. Et du coup, les 3 autres membres, on a Oli Mandris qui est trompettiste, également compositeur, et qui joue aussi du synthé dans la formation Sound System. Donc vraiment aussi un peu multi-instrumentiste et tout, avec un bagage plus de musicien de conservatoire. Et petite précision, c'est lui qui est à l'origine vraiment du lancement du projet. C'est lui qui a eu cette idée-là. Knights of Mandala. Ouais, c'est ça. Il nous a dès le départ proposé de monter un groupe de dub, et puis après au fur et à mesure des années on a bien défini le projet. Mais ouais, l'idée vient de lui, comme l'idée d'intégrer Kaz, donc le claviériste, beatmaker, qui travaille encore beaucoup dans le rap aujourd'hui, donc lui pareil avec beaucoup d'influence, et puis ce côté beatmaking, rap, etc. Ça nous aide pas mal à avoir ce côté son actuel qui est très important. Efficace, ouais. C'est très efficace, il est là-dessus, il a vraiment beaucoup de talent là-dedans, donc c'est le plus jeune du groupe, mais c'est aussi celui qu'on écoute aussi beaucoup. Et puis Made in C, donc son designer, et puis machiniste, qui a intégré le groupe, puis le label, et qui nous aide beaucoup aujourd'hui, à faire aussi le travail de l'ombre avec nous. Et puis on a plein d'autres projets ensemble aussi à côté.
Et Voilà. tu parlais de tout ce mélange d'influences. Ouais. Ça n'a jamais été un problème pour vous de faire, de créer des sons, de l'alchimie, de s'entendre les uns les autres? Alors, ça, dans la composition, sur des points de détail, ça peut arriver, mais en termes général, non, ça communique plutôt bien. Déjà aussi parce que la musique dub est une musique qui se fusionne assez bien et assez C'est aisément vrai. avec beaucoup d'autres styles, en fait, finalement. Mm. Et justement, pour revenir un peu sur les influences, donc comme Woogie l'a dit, effectivement, moi pour ma part, par exemple, j'ai des influences plus jazz, K, ça va être plus la trap, et on est tous un peu comme ça, mais on a effectivement ce point commun sur le dub. Mais si c'est pareil, dans la dub, il y a des courants un peu variés, et si tu nous demandes notre artiste référence ou celui qui nous a mis à la dub en premier temps, demande à n'importe quel membre du groupe, je pense qu'il y aura 5 réponses différentes. Ok, ouais, Au final. ouais. C'est ça qui est Et intéressant. ouais, justement, voilà, c'est de la discussion, c'est beaucoup de discussion à côté de la compo, à côté des répétitions. Et c'est vrai que quand on fait de la musique, on se pose pas forcément cette question-là parce que on écoute à peu près les mêmes choses au même moment. Par contre, c'est ça qui est cool. Même si on n'aime pas, on va se les faire écouter. Donc ça va quand même inspirer, savoir, ah, ok, toi du coup t'écoutes ça en ce moment. Quelle donc est la ça, vibe voilà. de l'autre à un Voilà. moment donné, quoi. Ça aujourd'hui ça marche mieux dans ce sens-là. Au départ avec le groupe, avec les instruments, c'était un petit peu plus compliqué De trouver sa place. de trouver sa place. Aujourd'hui on a plus une mécanique intéressante là, à ce niveau-là et ouais du C'est coup ça. Même si, comme au départ, on a beaucoup composé en improvisant tous ensemble, ouais, ça. on n'a jamais eu de gros différends sur ce qu'on devait mettre ou pas dans notre musique finalement, parce que ça a toujours été un travail d'écoute des autres et de s'incorporer aux gens qui étaient autour de nous. Donc finalement, non, il n'y a jamais eu de grosses dissensions pour se mettre d'accord. Après, bon, sur des tout petits points de détail, Ça telle arrive note toujours, dans le ouais. thème, etc. Oui, bien Ouais. sûr, ça c'est, je pense que c'est propre au travail musical de toute façon. Ok, et du coup, vous me parliez un peu de votre imaginaire, de tout ça, même à travers le clip. Et votre nom, Knights of Mandala, les chevaliers du mandala. Ça vient d'où? Alors, encore une fois, ça vient de David, ça vient de Limandris, Tout à fait. qui a trouvé ce nom-là. Et ça, en fait, il y a plusieurs histoires par rapport à ça. Il y a déjà le fait d'être de la confrérie. Ça, c'était quelque chose d'intéressant. Qui nous plaisait voilà, à qui nous tous. plaisait à tous, qui nous parlait beaucoup. Mhm. Et le côté confrérie de chevalier, le mot chevalier, parce qu'il y a un peu un côté guerrier dedans qui nous parle à tous, et en même temps le côté de la sagesse aussi qui nous... Puis ouais, qui nous parle aussi. le côté valeur en fait, puisque Ouais, on l'oublie, hein, mais le chevalier prête un vœu quand il devient chevalier. Et le mandala, en fait, comme je l'ai dit, on a au départ beaucoup commencé à faire à composer en improvisant ensemble. Et le mandala, c'est un cercle de méditation bouddhique qui est fait en sable et qui est donc destiné à disparaître. C'est très éphémère et ça se recrée tout le temps en fait finalement. Ok. Et c'était quand même l'idée ça reste l'idée musicale qu'on a beaucoup justement parce qu'on a beaucoup d'influences fusion, etc. Donc Donc on a pu créer ce concept vraiment totalement nouveau, de mélanger à la fois la culture populaire et aussi un peu des côtés ésotériques. Ouais, et puis il y a le côté à la fois guerrier, mais le paladin, un peu guerrier méditatif. C'est ça, voilà ouais, exactement. Et un Et petit qu'on On côté peut comme faire ça. la guerre, mais pas forcément de manière physique, quoi. Et si on fait encore le rapport à la culture geek, on peut le retrouver dans pas mal de trucs, les samouraïs, Ouais. les chevaliers de Jedi, etc. exactement, bien Clairement, on se retrouve là-dedans, quoi. Ok, good to me. Au niveau de votre environnement, les gens qui a pu avoir autour de vous, comment ça s'est passé? Comment certaines personnes... Est-ce qu'il y a eu des gens clés un peu? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont fait avancer des grands pas, vous ont donné accès à des lieux, qui vous ont permis de faire plein de choses après? Est-ce qu'il y a eu des gens un peu clés comme ça, hors les gens du groupe, hein, Oui, bien sûr. bien évidemment, il y a déjà la rencontre de toute manière, comme on le dit avec les gens du groupe, mais après, en personne plus extérieure, on en parlait déjà tout à l'heure, puisque tu nous as déjà parlé de lui, il y a Thomas, il y a Thomas qui nous a apporté un peu plus l'image du groupe qu'on a actuellement et qui nous plaît vraiment. Donc vraiment à l'heure actuelle dans la musique, avoir un concept visuel Faut le trouver, qui correspond, ouais. c'est quand même Un luxe. quelque chose de très important, et en termes de grands pas, je trouve ça plutôt important. Mm. Après, on pourrait en citer d'autres, hein. On a les premiers enregistrements studio qu'on a fait, on l'a fait à l'ACA Studio, qui se situe à Châtelet, qui est une équipe vraiment très professionnelle et qui apporte des vrais bons conseils, etc. Et c'est vraiment,
moi personnellement, comme c'était aussi mes premières expériences studio, je pense que ça m'a vraiment personnellement vraiment beaucoup apporté de voir justement comment ces personnes travaillaient, avec quelle efficacité, comment, pourquoi. C'était vraiment intéressant. Je pense que Willy il y a de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils vous laissaient pas juste enregistrer. Non, ouais, ils ont bien accroché sur le son du groupe, alors qu'eux ils étaient plus rap et metal, mais justement ils avaient aussi quelques influences reggae, dub, etc. Et ils ont bien accroché justement ce délire fusion du groupe tout de suite, et ils nous ont vraiment boosté à cette période-là où on enregistrait notre premier EP. Ça. Okay. Et voilà, ça a été une bonne expérience. On est retourné d'ailleurs. Oui, plusieurs fois. Ils nous ont repartagé à chaque fois qu'on a sorti des projets qui étaient passés chez eux. Ils ont jamais hésité à nous repartager, et même ils nous ont mis dans les références de leur site. Ouais, c'était plutôt cool. Tu m'étonnes. Donc après on peut citer aussi peut-être Miotis. Ouais, tout à fait. Qui nous a bien aidé l'année dernière. On avait un petit EP à sortir. Et voilà, je lui ai proposé le projet de l'EP. J'avais déjà vu qu'il faisait des visuels intéressants, des petites animes sur YouTube et tout ça, qui se lançait aussi un petit artiste indépendant. C'est les pochettes. Ouais, c'est ça, D'accord. il avait fait les pochettes, et du coup on a créé quelques visuels pour YouTube avec lui pour cette EP là, qu'on a appelé Quest of Miotis, à sa référence, voilà, qui nous a aidé sur les 5 titres. Ouais. Vous parlez du troisième là? Ça c'est le troisième dernier. Ouais, c'est le troisième. C'est le troisième EP. D'accord. Tout à fait. Okay. Et après, bon voilà, c'est peut-être les principaux, mais il y en a bien d'autres qu'on pourrait citer, comme Lorelai, qui nous a quand même dessiné le logo du groupe, qui est toujours là à l'heure actuelle et qui est parti pour rester, parce que c'est vraiment un des visuels qu'on a toujours aimé, qu'on aime le plus. Et votre totem Pareil aussi, c'était tout à fait. C'était elle aussi. Ouais. Le visuel premier du groupe, c'est elle qui l'a dessiné en tout cas pour le coup. Et puis bon, après il y a d'autres personnes qu'on pourrait citer. Il y a Ben qui nous a permis de réaliser le clip de Kingless en stop motion, qui était vraiment un bon défi, mine de rien. Et Oniric Productions qui nous avait aussi aidé à réaliser notre tout premier clip. C'est Oniric. Ouais, tout à fait. Et ils nous ont juste Niric. Et ils nous ont, enfin, je pense que de toute manière, toutes les personnes avec qui on a travaillé, je pourrais aussi parler avec certaines équipes de festivals ou de salles avec qui on a pu travailler, les Codopleurs qui nous ont permis de faire leur première partie l'année dernière. Ben Animal, c'est ouais, tout à fait. Il y en a tellement qu'on pourrait citer. On pourrait passer 20 minutes sur chacun à vous parler de leur vie. Ce serait intéressant et ce serait important, mais non, mais vous avez déjà survolé pas mal de volets, j'ai l'impression, dans votre parcours. Une dernière chose dans cette longue introduction, qu'est-ce qui vous a mené tous à la dub? Parce que voilà, vous me disiez que vous pratiquez tous, vous venez tous de vous avez vos petites spécificités musicales, vos domaines, et pourquoi s'être rassemblés autour de la dub en fait? J'ai l'impression qu'au final ça a été bon moment au bon endroit, quoi. Ouais, on a commencé à en écouter à une période, d'autres membres en écoutaient depuis plus longtemps, ou d'autres plus récemment. Et puis ça s'est bien mis entre 2015-2016, on s'est tous mis à en écouter beaucoup, parce qu'on a beaucoup de valeurs musicales qui nous correspondent, notamment ce côté fusion, ce côté grosse basse aussi qu'on aime beaucoup dans la musique. Ça. Voilà, et puis d'être libre et d'être aussi instrumental, ça la dub nous le permettait plus que d'autres styles, par exemple, ayant eu des groupes de reggae aussi en amont, avec des chanteurs et tout ça, c'était très cool, mais finalement peut-être un peu trop codifié, on avait besoin d'une musique qui nous libère un peu, une musique électronique, mais c'est celle-ci qui nous a vraiment poussé dedans, parce qu'elle est à la fois autant électronique qu'elle peut être acoustique, quoi. C'est ça, tout à fait, ouais. Maintenant, c'est vrai que chaque membre peut avoir une vision subjective de la dub. Tout à fait, après, je pense qu'on peut aussi, enfin, on parlait des influences tout à l'heure, on a tous aussi pas mal écouté du reggae à un moment ou à un autre, on en écoute tous encore un peu. L'affiliation, du coup. Voilà, exactement, c'est évident, mais puis, même si on regarde un petit peu dans les groupes en dehors de la dub qu'on a comme référence, je pense qu'il y a des groupes qu'on a à peu près tous vraiment écouté beaucoup, et autour desquels on se réunit. Je pense à Grand Nation, je pense à Rage Against the Machine, qui est pas forcément en rapport avec la dub, etc., mais qu'on a tous vraiment écouté et beaucoup saigné. En fait, il y a quelques groupes comme ça qu'on a tous à peu près en référence, quoi. Oui, des fois c'est juste aussi le fait de tomber sur les bonnes personnes, d'apprécier de jouer avec elles, et peu importe la musique que t'en fais au début, tu vois, après tu finis par t'accrocher à cette musique, à cette manière de faire, à ce que ça peut te permettre, comme vous disiez, la fusion que ça peut permettre, mais des fois c'est juste le fait d'apprécier de jouer. Ouais, c'est ça, il y avait des ressentis à chacun qui étaient un peu différents, et voilà, parce que par exemple Kaz aimait bien
aimait bien le dub au moment où Limandris l'a rencontré dans son projet Alpha Joba, etc. Donc après, à force de discussion, au fur et à mesure, on s'est tous aperçus qu'on aimait ça, quoi. Ouais, voilà. On s'est lancé là-dedans. Ok, bon, on va enchaîner tout de suite avec un second clip, donc celui dont on parlait tout à l'heure, Only Good System, en featuring avec SNK. C'est ça. Tout à fait. Donc je laisse les auditeurs écouter ça tout de suite. Je te parle de changer le monde malgré toi. Planter le drapeau blanc et le Christ sur tous les toits. La jeunesse à la dalle, tu peux le voir sur tous les doigts. Respecte cette guitare un seul matin, midi et soir. Qui a dit que la musique ne pouvait être consciente? Aller vers la lumière pour éclairer ceux qui nous hantent. Si les espèces meurent, il nous reste que quelques heures. Changer de direction de gouvernement, ouais ça fait peur. Mandala call, we for a big reggae party. We have to stand up and whining under the trees. And like we met you, we never feel so free. Cause nothing, you can never stop with. Underground and me eat the black cherry. Me can't feel the sound inside of me. A black panther sets the town. Monkeys grind up on the stone. Ten scam into the bun. Now you're in the private zone. Killing all with the microphone. Our people are overthrown. The only good system is the sound system. Knights of Mandala are come. Now we break up your chance. The only good system is the sound system. Knights of Mandala are come. Now we break up your chance. The only good system is the sound system. The only good system is the sound system. Life is not black or white, cause up there, don't turn your back. Full of style, we're dancing in the trees. It's in your mind, you've got the right keys. Protect Mother Nature, respect her soul. Fight pollution and give her back her crown. We are the sons of a miracle born a long time ago. Take a deep breath, change your lifestyle, and let's go. We have to stand up to face them bad business. Mandala step up in the game to wear that thing with consciousness, feeding next generation. We have to take each other and let grow the trees. They must be rise at the end. The only good system is the sound system. Yeah. The only good system is the sound system. The only good system is the sound system. Knights of Mandala are come. Now we break up your chance. The only good system is the sound system. Knights of Mandala are come. Now we break up your chance. The only good system is the sound system. The only good system is the sound system.
Et nous revoici, nous sommes de retour sur la Might TV et on vient d'écouter Only Good System, c'était Knights of Mandala en featuring avec SNK. Alors voilà, c'est un featuring encore, on pourrait penser que vous faites que ça, mais avant ce featuring, en fait, il n'y en avait pas eu tellement, j'ai l'impression. Et là, vous avez créé un label il y a peu de temps, vous allez me préciser ça. Un peu. Et j'ai l'impression que ça va un peu dans cette démarche, tous ces featuring-là. Donc, premièrement, je vous laisse nous parler un peu de ce morceau et on parlera après du label. Ouais, bah écoute, ce morceau, c'est ça, c'est le premier featuring de l'histoire du groupe. Okay. C'est vrai que dès le départ, tout de suite, nous, on voulait pas de chanteur dans le groupe. Ça, c'était plutôt une prérogative. Parce que, encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, on était assez libre, on avait eu beaucoup de projets avec des chanteurs, etc. Donc on voulait rester assez libre. Maintenant, c'est vrai qu'on a monté, on a fait notre projet instrumental et tout ça, et de travailler tout de suite avec des chanteurs, bah, ça nous a ouvert encore un champ de possibilités plus important. On s'est rendu compte que voilà, ça pouvait nous apporter des contacts, des genres de choses, parce que voilà, aller piocher des feats qui sont en train de marcher, c'est toujours important. Ah, c'est bon ça. Ouais. Et voilà, et donc du coup, dans l'idée du label, c'était ça, c'était de produire en fait pour l'année 2020 le maximum de featuring possible pour le groupe. De sortir ça encore une fois sous une forme d'EP et voilà, de faire grossir un petit peu le groupe justement en allant piocher chanteurs, chanteuses, MC et toasters quoi pour le prochain EP de cette année. Et qui amènent eux aussi leurs pattes à tout à fait, parce que là effectivement Woogie parle vraiment de l'aspect label production, effectivement ça c'est la démarche, et puis après au niveau musical, comme on l'a dit, Jinka, ça faisait un petit moment qu'on connaissait son travail, qu'on avait envie de travailler avec elle, donc bien évidemment c'est aussi une envie musicale, hein, tout simplement. C'est vrai que la volonté du groupe de pas avoir de chanteur dans sa forme générale, ça faisait, effectivement, comme on l'a dit, hein, c'était en 2016, donc c'était il y a 3-4 ans maintenant. Bien sûr. Et là, pour le coup, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas travaillé avec des chanteurs, même si on avait eu l'occasion de travailler avec vous aussi sur le canal Stepa, et on en avait eu quelques-uns à ce moment-là. Mais la première fois qu'on le faisait en live. C'était la première fois qu'on le faisait en live, et c'est vrai que ça nous a fait nous dire que on le prendrait pas de façon générale, mais que quand même ça nous manquait un peu, et qu'on on avait envie de vraiment accorder une période où on ferait vraiment que des featuring, et comme l'a dit Woogie, dans l'esprit de la production pour le prochain EP du groupe. En plus. Ouais, parce que là, en fait, vous avez réussi à le prendre réellement comme un élargissement et pas comme une restriction, en fait. C'est ça qui est bon dans les featuring que vous avez fait. On les a cherchés tout de suite par rapport déjà à leur touche. On a écouté leur travail, on leur a pas proposé Bien sûr. tout de suite ça même taf, et voilà, on avait une liste de beaucoup de noms à contacter pour savoir s'ils voulaient travailler avec nous dans le futur, quoi. Et SNK, oui, pour voilà. parler un petit peu des SNK, donc c'est un projet qu'on a rejoint à leur début, quand ils ont créé leur duo de chanteurs il y a 2 ans maintenant. Et voilà, donc avec notre autre projet qui s'appelle The Six Dog Beat, qu'on les accompagne sur scène, derrière les platines et tout ça. Voilà, eux sont vraiment en train de monter depuis 2 ans, et voilà, c'était le bon moment pour leur proposer, vu que ils font vraiment partie de la famille. Tout de suite de leur proposer le premier featuring, ça nous paraissait naturel, quoi. Ouais. Surtout que voilà, on l'avait effectivement, comme on le disait, créé au départ pour l'événement live de janvier 2019. Yes. Et ça nous paraissait juste logique de pousser la démarche jusqu'au bout en enregistrant et en clippant, quoi. Oui. Tout à fait logique. Du coup, par rapport à ce label, Weta Records, vous l'avez créé il y a combien de temps ? Maintenant, ça doit faire presque 5 ans. Et on l'a créé à peu près en même temps que le groupe, en fait. Je m'attendais pas, parce que je croyais que c'était plus récent. Alors, c'est surtout qu'on a eu... on a surtout eu l'occasion de plus investir dedans récemment. C'est surtout ça, en fait. C'est juste que les 2-3 premières années, on s'est fait... c'est même pas ça, je pense qu'on s'est rodé, on s'est fait la main, justement, en essayant d'aller voir ailleurs comment ça se passait, et en essayant juste d'investir aux bons endroits pour les projets qu'on avait essayer d'être intelligent, voilà, qu'on avait à ce moment-là, et du coup voilà, exactement. Et du coup là effectivement depuis je dirais 1 an et demi à peu près ça corrèle à peu près avec le groupe, hein, de toute manière c'est le moment où voilà, on a eu aussi le temps, l'occasion, et l'envie et l'énergie d'en mettre beaucoup plus dedans, donc ça se ressent sur tous les points. Knights of Mandala, effectivement, comme c'est le projet avec lequel on publie le plus directement. C'est peut-être sur celui-là que ça se voit le plus, mais
c'est global en fait, ça va avec le label et ce projet-ci sont quand même, très étroitement liés. Ouais, voilà. Vu qu'on fait partie des mêmes projets, ça a grandi à peu près au même moment. Après, le label, dès le départ, ça a été... en fait, je connaissais quelqu'un qui s'appelle Ariel Lévy, avec qui je voulais monter un label. Et en même moment, j'étais en train d'intégrer un groupe de reggae à Paris, où Roudney faisait partie, les Crossroaders. Et dedans, il y avait un membre, Romain Benchaban aussi, qui avait l'idée de monter un label. Donc quand toutes les idées se sont mises en même temps, on s'est dit, on sait qu'on doit monter ça maintenant. Donc ouais, les premières années ont été un peu difficiles parce qu'on a mis du temps à monter une structure comme ça, vu qu'on voulait pas tout de suite faire une asso, on a voulu se lancer vraiment tout de suite dans la musique, l'apprentissage. L'entrepreneuriat dans la musique, quoi. Et voilà. Et ça a été un petit peu difficile au début parce qu'on n'avait pas forcément les clés, les contacts et tout ça, comme beaucoup de projets. Donc on a monté ça à 4 associés, et puis voilà, on l'a fait grossir d'année en année. En le laissant un peu en stand-by sur le côté, en gérant plus l'administratif les premières années. Et puis là, depuis 1 an et demi, on commence vraiment à toucher plus le côté artistique du label, enfin ce qu'on voulait faire depuis le tout départ, et commencer à contacter des artistes, et les artistes s'intéressent au label, etc. Et il n'y a personne qui a fait d'école de com ou de prod là-dedans. Romain a fait... Romain, lui, est quand même spécialiste en communication, Ouais. il a fait des écoles là-dessus, effectivement. Ouais. D'accord. Ouais, okay. voilà. Mais donc tout cet aspect-là, par contre, sur le côté monter une boîte, c'est assez autodidacte quand même. Ça a été totalement autodidacte. Ouais. Okay. Même, remarque, pour le citer quand même en mention spéciale dans les rencontres importantes, justement, pas Romain, mais là pour le coup, un monsieur qui s'appelle Serge Lévy aussi, qui nous a beaucoup aidé dans ces démarches-là, et pour le côté administratif, comptabilité, et qui, même à l'heure actuelle, se donne toujours du mal pour nous. C'est cool d'avoir des personnes derrière vous, c'est bon signe. Ça veut dire que vous faites quelque chose de sensé. Oui, c'est ça, d'être accompagné déjà, on nous dirait tout de suite si on allait pas dans la bonne direction. Donc ça a été aussi une bonne rencontre. Et c'est quoi l'actualité de ce label et disons son futur au niveau de ce qui est des collaborations avec d'autres artistes, ou voilà de la forme que ça pourrait prendre, même si ça a déjà une forme. Alors... déjà continuer Nights of Mandala, je veux dire pérenniser les projets actuels. Comme on l'a dit, on a un projet de quatrième EP album, donc vraiment là que orienté featuring, autant vocaux qu'instrumentaux d'ailleurs, on se ferme pas les portes. Donc ça effectivement c'est une des premières actualités. Après comme on le disait, on a The Six Dog Beat qui là est plus une boîte de production et d'accompagnement d'autres musiciens en live, et on commence à discuter avec d'autres artistes. Bon, on pourra pas trop s'étendre dessus aujourd'hui, c'est encore en cours de négociation. D'accord. Donc faire plus de prod aussi pour des personnes extérieures, majoritairement dans les cultures urbaines, mais on n'est pas du tout fermé. Là par contre ça c'est un projet dont on peut peut-être parler, Wiggy et moi, vu qu'on est dessus. C'est un harpiste qui voulait faire de la harpe sur des productions modernes, et qui du coup nous a contacté pour ça, et à l'heure actuelle on est sur un projet d'album là-dessus, et ça suit c'est plutôt intéressant. On a de plus en plus de projets comme ça à droite à gauche. Et ça fait partie du label, hein. Ouais, c'est des petits projets qu'on a eu à droite à gauche. Alors des fois ça peut rentrer dans Nights of Mandala, des fois ça peut rentrer dans Six Dog Beat, en fait en fonction des projets, on va chercher les artistes, etc. Et plus pour Weta, là je pense que c'est Woogie qui va vous en parler, mais on a aussi justement, comme je disais, depuis 1 an et demi, et vraiment là depuis peut-être plus précisément ces derniers mois, on a aussi envie de commencer à parler d'autres artistes qui sont pas justement directement nous. Ça c'est un truc depuis le tout départ du label qu'on veut faire. Justement le principe d'un label, c'est justement faire groupe les artistes qui sont dedans, alors après avec nos moyens pour le moment, mais on commence à avoir un bon listing d'artistes avec qui on est en relation pour le moment, et puis dans le futur on a plein d'idées de projets avec eux, sortir des sons, des lives, etc. Ça travaille au corps pour l'instant. C'est ça, on a besoin de définir une vraie ligne éditoriale dans le label. Ça prend du temps. Ouais, c'est ça, on fait de la musique alternative, et du coup, la musique alternative, ça fait qu'on a beaucoup de possibilités musicales, et il faut faire attention de ne pas partir trop dans tous les sens. Mais là, plus on avance, plus l'entonnoir devient important, donc les artistes deviennent plus évidents dans le label. Et puis les contacts se font parce qu'on devient plus intéressant peut-être aussi dès le départ. On a plus d'expérience, plus de visibilité aussi, tout bêtement. Un peu plus de bouteilles, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Bon, on va remonter un petit peu le temps là. Ouais. Et on va regarder un autre clip
de vous, c'est Quantic Dust. Donc le tout premier clip. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic, fly the Atlantic, fly the Atlantic. We choose to go to the moon, to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that thing will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket. Astronomers sometimes say that space is curved, or that the universe is finite but unbounded. Whatever are they talking about? Whatever are they talking about? Que puis-je pour vous, Sire, tous mes hommes sont en position. Merci, mes amis. Merci. Désolé, j'ai été prévenu trop tard. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais.
Une stratégie gagnante peut exiger que l'on consente des sacrifices. Échec à la découverte, et soit dit en passant. Et vous écoutez toujours la Maïto TV, toujours en présence de Mathieu, Florian et bien sûr Paul. Paul est là aussi, évidemment, il est avec nous. On est là. Donc on vient d'écouter un premier son qui était Quantic Dust, qui vient de votre premier EP, si je ne me trompe pas, et le second c'était Kingless qui lui vient du deuxième EP. Tout à fait. Donc voilà, c'est un peu... voilà, je vous ai dit, hein, on remonte le temps, mais qu'est-ce que vous me diriez de ces deux clips commençons peut-être par Quantic Dust. Ouais. Alors bon, je pense que si les gens connaissent un petit peu notre discographie ou s'ils les découvrent par après, c'est clairement le son où on sent, je pense, le plus les influences jazz qu'on pouvait avoir vraiment beaucoup au début du groupe, parce que comme je l'ai dit dans les groupes de référence, il y avait Grandation qui est un groupe qui mélange beaucoup ces trucs-là, et c'est un des groupes qui nous a tous rassemblés. C'est aussi le tout premier clip de l'histoire de l'histoire du groupe, donc avec Oniric Productions dont on parlait précédemment. Et peut-être en particularité musicale, il a la particularité d'avoir un début et une fin qui sont pas en métrique binaire, ce qui est pas forcément si commun que ça, quoi. Mais voilà. Et c'est que ça a bien marché alors. Yes, et puis voilà, hein, je pense. Ouais, on a rencontré Oniric Productions, j'avais un peu regardé leur travail, ce qu'ils faisaient à droite à gauche. Ils avaient déjà travaillé beaucoup pour des rappeurs. D'accord. Et encore une fois, j'aimais bien leurs pattes, donc on a rencontré Jérémy, le réal d'Oniric Productions. Donc voilà, on lui a fait part de ce morceau-là, on lui a fait écouter, tout de suite il nous a proposé l'idée du clip. On ne l'avait pas forcément matérialisé comme ça dès le départ, mais il a tout construit, le scénario, le décor, tout ça, où est-ce qu'on a été tourné, etc. Donc voilà, on a été bien accompagnés pour ce premier clip. Et encore aujourd'hui, il est encore très appréciable à regarder.
Même si au niveau c'est vrai, du son, il Ouais, on- date pas, mais le son a évolué depuis. Quoi. Ça, et puis même au niveau qualité technique de chaque instrumentiste, d'accord. on a aussi pris du gab, la qualité de l'enregistrement est bonne, mais c'est vrai que dû à des imperfections techniques par exemple de l'instrumentiste, le son serait enregistré maintenant, même en reprenant les mêmes idées, ils sont ça, ils ils sont pas pas pareils quoi. C'est toujours ça d'écouter un son qui date un petit peu, quoi. Puis, tu sais, comme on disait, cette façon d'improviser aussi. On pourrait reprendre des sons d'il y a 3 ans, on les reverrait jamais de la même Exactement. Ça, c'est sûr. D'où l'intérêt de venir vous voir en concert. Ouais, Tout à fait. Et le second, c'était donc Benjamin Grard, celui Ouais, dont tout à fait. vous avez évoqué avant aussi. Vous me disiez, alors hors antenne, parce que pour ceux qui donc ont pu voir le clip, c'est fait en stop motion, et vous me disiez qu'il avait une patience hors norme, il clairement. avait une très très grande patience pour faire le clip. Alors c'est pareil, on lui a proposé l'idée du scénario pour ce morceau-là, qui était le seul qu'on voulait clipper sur ce second EP. Et on est parti dans ce délire de jeu d'échecs par rapport à toute la symbolique de Kingless, donc le royaume sans roi, les chevaliers sans roi. C'est un délire d'aller sur le stop motion. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité. On est sorti de la même école d'audiovisuel. Et lui en tant que réal, a travaillé dans plein de projets, mais c'est sa spécialité, c'est le stop motion. Il travaille beaucoup dans d'autres projets. On aimerait bien aussi travailler dans l'animation en règle générale, mais du coup on voulait vraiment travailler avec lui depuis un moment, le stop motion, et surtout ce délire de petits personnages, etc. Ça, c'est un truc qui lui parlait bien, donc il s'est vraiment investi dedans pour avoir un truc vraiment quali à la fin, qualitatif. Puis effectivement, on peut lui accorder une patience et un souci du détail aussi, hein, vraiment, comme on le disait au départ aussi, il voulait aller beaucoup plus loin, et même si on regarde dans les petits détails du clip, après il faut lire un peu entre les lignes. Le clip s'appelle Kingless, on voit un roi tomber au début, et quand la partie se met en place, il manque un roi. Et si, pour les plus observateurs, c'est la reine de sa couleur qui prend la place du roi. Ok, yeah. Il y a une symbolique un peu cachée. Ouais. On a évoqué rapidement les concerts. Est-ce que vous avez une actu à venir par rapport à ça? Pas des concerts déjà cette année, déjà de sûr, on va jouer au mois d'août à côté de Saint-Etienne, à Tence, pour un festival Reggae Dub qui va être plutôt cool. C'est quoi le festoche? Ça s'appelle le festival du Haut-Lignon. D'accord, du Haut-Lignon. Ouais, du Haut-Lignon. C'est dans la région vraiment où tu as beaucoup de festivals reggae dub dans la région. Donc ça, c'était important pour nous d'aller enfin jouer assez loin, parce que personne ne nous connaît en dehors de l'Île-de-France. D'accord. On va dire encore. On nous écoute, mais on nous a pas vu encore jouer aussi loin que ça. Donc là, ça va être vraiment un premier live où on va aller jouer aussi loin. Tout à fait. Donc ça va être cool. Et puis, on a d'autres plans pour le moment. On attend des retours, comme d'habitude. On en aura surtout au mois de juin. Et petit message pour toi qui organise des concerts, si tu nous regardes, notre booking est ouvert, tu peux nous contacter sur la page Facebook ou à nightsofmandala@gmail.com. Lourd. En plus, j'allais vous demander un moment un contact comme ça. Du coup, on est toujours ouvert à toute proposition qui tomberait. Et puis, on a encore des plans qu'on peut pas encore annoncer. On attend que ça soit fixé, mais tout ça apparaîtra sur les réseaux sociaux dès qu'on aura des confirmations. Ok. Donc sur la page Facebook du groupe, pour ceux que ça intéresse, Nights of Mandala. Yes. Et il y a aussi une page Weta Records. Ouais, tout à fait. Une page Weta Records où on reposte notamment les plus grosses productions de nos projets Mandala ou TSD. Il y a un site pour ça? Non, pas encore. J'imagine que ça vient. Mais il y a aussi un Instagram pour Nights of Mandala, si vous voulez suivre un peu plus les retours, l'actualité. En général, si on est en train de tourner un clip, on fait une petite story, etc. Enfin, si vous voulez plus voir entre guillemets, les petits trucs quotidiens du groupe, une fois de temps en temps, ça arrive. Sur l'Insta. Nights of Mandala, c'est tout simplement. Ouais, c'est ça. Simplement. Ok. Je me disais, du coup, par rapport à ce qui est des concerts, donc vous parliez de août, ça c'est sûr, et après, faut vous suivre. Ouais, cet été, ça devrait venir. Voilà, le printemps, été, on va essayer de faire ça jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de, on va dire, le marché de la musique reggae? Parce que vu que vous êtes un peu beaucoup là-dedans avec ce label, tout ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir votre avis, votre vision sur ça. Et par exemple, notamment tout ce qui est rémunération, mais aussi à plein de niveaux.
Ok, bah je pense que je peux commencer. Alors effectivement, c'est pas une scène neuve le reggae en France, hein, parce que bon, il y a des groupes comme Sins Emilia, etc., qui existent depuis très longtemps, et d'autres comme Dubbing qui sont quand même là depuis 1995, etc., etc. Donc c'est pas nouveau, mais effectivement c'est une scène qui a beaucoup été underground pendant très longtemps, qui s'est beaucoup construit elle-même pendant des années et des années. Et par contre, effectivement, ces dernières années, moi je trouve qu'on voit une vague de professionnalisation enfin, pas de professionnalisation parce que c'était déjà des mecs qui t'a fait sérieusement, etc. Mais plus reconnu et dans les cadres de la musique où on l'entend en termes habituels, quoi. Je pense qu'on peut citer Baco Records qui a été créé par le groupe d'Anakil. D'accord. Ça fait un petit moment maintenant. Je saurais pas redire la date exacte de création du label, mais enfin il y a une montée de la musique reggae en France depuis quand même un petit moment, justement sous l'influence de groupes comme Danaki. Ouais, l'époque où il y a eu Bigaranx qui a pu arriver, voilà, exactement. Propager un peu cette culture. Il y a une culture. Les dubbing, etc., ça a effectivement pas mal évolué. Enfin, la scène a commencé à vraiment grossir, je pense, et à sortir justement un petit peu de ce côté underground grâce à ces groupes-là, mais clairement on commence à toucher à une musique déjà qui a toujours été populaire, mais qui en soi commence à enfin avoir l'écho des diffuseurs, etc., justement parce qu'il y a des gens qui se sont dit on va créer des structures légales qui nous permettent de gérer tous ces trucs-là, type, on a cité Baco dans le reggae, on pourrait citer aussi ODG Prod pour le dub, ou Brigante Records. Je pense qu'effectivement il y a eu des groupes de reggae avant, donc les Sins Emilia, etc., mais je pense que c'est vraiment la vague moderne qui s'est dit on va vraiment lui donner un cadre, etc., Ouais, quoi, un poids juridique, etc., enfin des structures légales et pour accompagner le mouvement, en fait, quoi, concrètement. Ça a fait que grossir depuis pas mal d'années. Dans la professionnalisation, après c'est toujours pareil. Je pense que c'est l'intermittence que tous les artistes ont besoin pour pouvoir vivre correctement et pour pouvoir créer assez facilement, quoi, être tranquille, avoir un bon statut et tout ça. Donc ces statuts-là, tu les as en faisant beaucoup de live, donc il faut aussi que les lives soient ouverts au public, enfin à des styles de groupe reggae ou dub ou alternatif, etc. Et ça, en France, ça commence à s'y mettre. Bon, dans le reggae, c'est déjà bien implanté. Ouais, voilà, c'est ça. Les styles un peu plus alternatifs, ça commence doucement. Après, je pense qu'il y a d'autres pays rien qu'en Europe, qui sont déjà plus avancés qu'en France à ce niveau-là. Je pense en Angleterre, la Belgique ou l'Allemagne, où ils sont... Même l'Espagne, hein, pour certains points. Peut-être un peu l'Espagne aussi, où ils sont plus ouverts là-dessus. Le statut de musicien, d'artiste en général... on comprend un peu plus, c'est pas un statut marginal, quoi, dans la société, c'est pas Après, c'est pas d'intermittence. Il y a que en France, je crois. Oui, c'est ça, on voit ça l'intermittence parce qu'ils regroupent beaucoup de les artistes à l'intermittence, ça peut être pas forcément que de la musique, donc ils regroupent ça. Déjà, ça je pense que c'est déjà un problème. Oui, d'accord. En fait, le problème en France, c'est que l'intermittence regroupe pour toi trop de choses différentes, d'activités différentes, peut-être. C'est ça, et on a peut-être que on n'a pas envie de s'intéresser pour le moment et à changer le statut parce que il marche comme ça. Et puis on a un statut qui est quand même, enfin, en termes de protection, je veux dire, il y a effectivement assez peu d'autres pays qui proposent quand même, qui est un statut qui existe pour protéger et qui est à part entière pour les musiciens. Ça, effectivement, d'autres pays l'ont pas, donc on va pas cracher dans la soupe non plus, mais c'est comme tout, il peut être déficient. Amélioré surtout. Améliorer. Améliorer et à s'inspirer de ce qui marche à droite à gauche, quoi. Voilà. Un peu plus d'adaptabilité et de précision. Après, bien évidemment, aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, tout ça, la musique, t'en as tous les jours, tous les côtés. Mais effectivement aussi. Donc le marché est surexposé. Et après, pour faire le tri, quand t'es programmateur, organisateur, j'imagine que c'est assez compliqué. Entre ceux qui sont vraiment reconnus sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas forcément le talent requis ou le côté créatif, et puis ceux qui sont très créatifs, très indépendants, puis qui sont pas très suivis. Puis t'as les entre-deux, etc. Puis t'as ceux qui ont déjà prouvé, ceux qui ont l'expérience. Le foisonnement, en fait. C'est ça. Beaucoup de choses. Mais c'est tant mieux que ça soit comme ça. Ça crée de lisibilité. Après, clairement, l'ère Internet et plus spécialement l'ère de la MAO a clairement transformé le milieu de la musique, en fait, hein, tout simplement. Je veux dire, maintenant, quasiment n'importe qui peut acheter un PC, un logiciel de composition et commencer à faire des choses. Hein. Je veux dire, même au début des années 2000, c'était clairement pas... C'était loin d'être une évidence, hein. Je veux dire, à l'heure actuelle, n'importe qui peut se dire, vas-y, je vais investir 500 € et faire de la musique, quoi.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et quand vous parliez de cette propagation un peu de la musique reggae en général, notamment en France, moi ce que je vois aussi, d'ailleurs c'est Paul qui me l'avait souligné un peu plus tôt, c'était qu'il y a une propagation aussi même à l'échelle mondiale. Je veux dire, il y a des gens qui ont transporté, alors c'est un lien avec les colonies bien sûr pour ce qui est de l'Angleterre avec la Jamaïque, mais qui ont transporté aussi cette musique aussi aux États-Unis, et certaines manières de faire comme les block parties, tout ça. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est sorti de la Jamaïque pour se répandre sur le monde. Et moi, ça m'évoquait aussi un petit peu comme le Japon. Le Japon, en fait, ça fait partie de la culture asiatique, comme la Jamaïque fait... Au fond, ça fait partie de la culture africaine, au fond, pour moi. Et ça s'est répandu sur le monde, alors que c'est un tout petit pays, très peu de personnes, mais avec un impact culturel très fort. Alors bon, là, effectivement, on pourrait dire que c'est un des côtés positifs de la mondialisation, finalement, parce que justement, les axes de communication sont créés, etc. Et comme en toute chose, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. C'est effectivement pour ça qu'on peut avoir accès à une musique perdue de l'Ouzbékistan, par exemple, je sais pas, mais on peut y avoir accès, l'écouter et s'intéresser là-dessus, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et après, je pense qu'aussi, après, il y a enfin, pour le cas du reggae, après, effectivement, pour le cas du Japon, les mangas, etc., c'est peut-être... un autre vecteur. Je pense que voilà. Culture, mais c'est pareil, quoi. C'est ça, exactement. Insulaire qui a su pour un tout petit voilà, pays, exactement. Mais après, sa culture au monde, quoi. Je pense que pour ce qui est du reggae et du dub, c'est que bon, on en parle peut-être un petit peu moins, mais c'est aussi une musique qui est une musique revendicatrice, hein, souvent, qui a des valeurs, oui. Et qui, à défaut de revendiquer des choses, a souvent enfin, Bob Marley faisait beaucoup ça. C'est pas tellement qu'il critiquait ou au contraire faisait l'apologie de quelque chose, c'est qu'il décrivait une situation de sa vie quotidienne. Après, il y met ses émotions, ses sentiments. C'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup dans le rap par la suite, hein, mine de rien. Burning and looting, enfin ce genre de... Voilà, exactement. Et je pense que c'est centré sur l'humain, et du coup, je pense que n'importe quel humain peut se sentir touché par ce message-là. Après... il y a aussi des trucs, on pourrait parler d'universalité. Voilà, exactement. Ça parle de jazz, quand ça parle de jazz, c'est un peu moins universel pour le coup. C'est le côté plus spirituel de la chose. C'est ça, c'est le côté plus spirituel, et encore, on peut y retrouver. Après, on peut aussi trouver des points de désaccord, etc. La musique parle d'elle-même. Voilà. Elle défend des valeurs qui sont plutôt universelles et qui peuvent toucher tout le monde. Même si, je crois que vous avez une émission qui va arriver là-dessus sur la culture, sound system, reggae, Jamaïque, etc. Et effectivement... Après, il y a des grandes dichotomies, même au sein du mouvement Rasta. Hein, ils prônent l'amour. Après, on le sait, il y a eu des gros problèmes d'homophobie, etc. Donc, c'est toujours des choses... Enfin... Et comme tu le dis, au sein même de cette communauté. Exactement. Toujours des soucis dans ce genre de... des choses communautaires, mais la musique, c'est... Mais voilà, si on parle en termes de valeurs profondes, voilà, c'est un message qui est profondément humain, et je pense que justement, dans des... contexte, on voit, comme tu disais, ces dernières années, une montée de la musique reggae, pas que en France, même si, au vu des idées de base qu'on peut avoir en tant que pays, le pays de la Révolution, les droits de l'homme, etc., forcément, je pense qu'on peut se retrouver touché, mais les contextes commencent à devenir compliqués, enfin les contextes sociaux commencent à devenir compliqués un peu partout autour du globe, et je pense qu'une musique qui te dit que tu peux te rassembler, travailler avec des gens, pas être tout seul dans ton coin, que c'est peut-être comme ça qu'on va s'en sortir et que c'est pas tant la merde que ça, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde à l'heure actuelle. Comme Bob Marley, au final, je pense qu'une part de son succès est due au fait qu'il y avait la guerre froide entre les deux nations. D'ailleurs, Peter Tosh aussi, enfin, il y a tout un son album. C'est toujours très compliqué, hein. On parle aussi, là on va peut-être sortir du truc, mais on parle, enfin, nous qui écoutons beaucoup de musique, vous aussi, je pense qu'il y a des albums que vous écoutez qui sont sortis mettons en 2000, que personne connaît à part vous, mais en vrai c'est ça qui est très dur, c'est que ces artistes, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait ils étaient trop en avance, en fait, c'est-à-dire qu'au moment où ils sont sortis ils pouvaient pas marcher, mais par contre ils ressortiraient quasiment exactement la même chose aujourd'hui, ça passerait, donc c'est avant-gardiste particulier. C'est un mélange de beaucoup de choses, hein, surtout quand effectivement la musique transmet un message en plus, un message clair, parce que toute œuvre quand même, transmet une idée de société de toute façon, hein, je veux dire, même le son le plus pop qui vous vend l'amour, etc. Mais ça transmet quelque chose. Ça reste une idée quoi, et avec ce qu'elle implique derrière, etc. Mais
Je pense que si voilà, on revoit à l'heure actuelle une montée des musiques un peu justement avec des valeurs plus affichées et peut-être plus universalistes et tournées vers l'humain, peut-être parce qu'il y a un contexte et qu'on a pu retrouver effectivement au moment de l'émergence de Bob Marley, etc. Et après, c'est... Non, mais c'est intéressant de faire jouer le contexte là-dedans, en fait, le contexte social du monde, quoi. Parce que il y avait d'autres gens avec qui on faisait une émission qui nous disaient que c'était la contestation, par exemple, qui pouvait que lui parler, parce qu'au vu du monde actuel, voilà, la contestation voilà, exactement. Toute sa place, quoi. Ouais. Eh bien, on va pas tarder à se quitter. On va mettre un petit son, la bonus track de votre 3e EP, qui s'appelle Alpha State of Mind. Super. Je te laisse balance.
Et nous revoilà. On vient d'écouter le son, donc Alpha State of Mind, la bonus track de ce 3e EP. Est-ce que, juste par curiosité, je me suis demandé, vous parlez des ondes alpha par le titre ? C'est ça, les ondes alpha du cerveau ? C'est en fait là, c'est l'alpha state. En fait, c'est un état qui est défini au niveau de la psychologie, qui est un peu la séparation du corps et de l'esprit encore. Okay. C'est vraiment quand tu atteins le point où tu arrives vraiment au niveau de la méditation à sortir de ton... Oui, c'est ça, mais parce qu'en méditation, il y a des ondes du cerveau, enfin ton cerveau se calibre sur certaines ondes, et je crois que c'est ces ondes alpha. C'est celle-ci, D'accord. Pour les plus geeks d'entre nous, c'est l'ultra instinct, quoi. Ok, yeah. Je me demandais, pour vous, c'est quoi, une dernière question avant qu'on se quitte, mais une question que j'aime poser, c'est quoi l'amitié pour vous ? Oui, c'est vrai que je me souviens. Écoute, si on parle d'un point de vue musical, nous, moi je parle pour mon cas personnel, évidemment, tu as des potes, etc., que tu as de l'enfance et tout ça. Et quand dans ton travail artistique, tu peux t'en faire, là c'est vraiment une source d'inspiration, je pense, c'est quelque chose d'hyper important. Quand tu sais que tu peux compter sur eux en dehors de ton cadre musical, etc., c'est comme ça qu'on conçoit aujourd'hui l'amitié, hein, tout simplement. Après, encore une fois, on a tous des amis d'enfance avec qui on a beaucoup de bonnes relations et tout ça, chacun de notre côté. Et après, voilà, dans notre projet, nous, c'est super important de bien s'entendre et devenir amis dans le futur, parce que voilà, on aime bien justement ce contact avec les gens, on aime bien s'entendre sur des points et tout ça, essayer d'avancer ensemble, de continuer ensemble, et en ça, voilà, de créer des collectifs, c'est aussi cette idée de se faire des potes tout simplement, et de se mettre là en synergie toutes les idées de chacun, et puis voilà, c'est ça comme ça. Mais le groupe, c'est aussi notamment monté comme ça. On a eu tout de suite des affinités, comme on aurait pu se rencontrer peut-être dans un cadre musical, et devenir quand même potes. Donc c'est ça qui est cool, quoi. Ok. Ouais, puis pour mon point de vue plus personnel, donc là peut-être plus en dehors de la musique d'abord, effectivement, moi, effectivement, les personnes que j'appelle mes amis, en tout cas, c'est des gens qui effectivement peuvent m'appeler s'ils sont vraiment dans la dèche la plus, ou dans une galère pas possible, et je vais essayer de débarquer le plus vite possible pour leur filer un coup de main comme je peux, etc. Et vice versa, en fait. Hein, pour moi, c'est ça un ami, c'est que tu réfléchis pas, tu comptes pas, en fait. Hein, le mec a besoin de toi, t'es là, t'as besoin de lui, il est là, et puis c'est pas plus compliqué que ça. Après, bon, ça implique des sentiments qui sont parfois un peu compliqués. Je veux dire, justement, un ami qui fait un truc qui me plaît pas, entre guillemets, ça m'atteint beaucoup plus que si c'est un mec random, etc., etc. Et là, pour le coup, effectivement, dans la partie plus musicale et travail, c'est vrai que des fois, justement, il faut... je pense, en tout cas dans le cadre d'un projet professionnel, il faut réussir à, de temps en temps, séparer je veux dire, effectivement, tous les membres du groupe sont mes amis, c'est pas la question, mais il y a des fois, je leur parlais de collègue à collègue et leur dire des choses qui vont clairement pas être agréables à écouter, et vice versa. Hein. Des fois, j'ai besoin aussi d'entendre que ce que je fais, c'est pas bien, et c'est vrai que quand c'est un ami, parfois c'est difficile de se dire on va faire plus facilement. Voilà, et c'est difficile. Ça te touche plus, c'est sûr. Et même du point de vue de la personne qui doit émettre la critique, c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire que tu vas coller à ton pote que ce qu'il est en train de faire c'est de la merde, qu'il est en train de déconner, mais c'est pas agréable non plus, oui, c'est sûr, mais c'est aussi ton rôle en tant qu'ami, quoi. Mais c'est vraiment aussi effectivement, c'est aussi un rôle en tant que ami, mais effectivement, il faut pas le... Dans le cadre musical strict, hein, là je parle pas de comportement ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur la partie musicale, il faut réussir à se détacher justement de cette partie sentimentale pour accepter la critique telle qu'elle est, parce qu'elle peut être très juste concrètement. Faire la part des choses. Voilà. Faire la part des choses, quand tu travailles dans un milieu artistique avec beaucoup de gens, je pense que c'est important de se parler vrai, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, après des fois, il y a des fois c'est plus compliqué que d'autres, parce que on se dit on n'a pas envie de se prendre la tête maintenant là-dessus, etc., et des fois ça rend juste plus dur d'en parler plus tard, ou des fois les choses se règlent toutes seules aussi, hein, heureusement d'ailleurs. Hein. C'est vrai que des fois on commence à se monter la tête sur un truc, et puis en fait, une fois qu'on s'est tous un peu calmés, qu'on y réfléchit à tête froide, on fait on s'en fout, c'est pas si grave, quoi. Enfin, on est vraiment plus dans l'optique de se mettre d'accord tous ensemble et avancer sur un note plutôt que de se séparer et de s'embrouiller. Maintenant, on a travaillé avec des gens avec qui on était très proches.
Mais voilà, c'était justement, ça a été difficile de leur d'expliquer que non, ça pouvait peut-être pas marcher. Puis on a, voilà, et en fait, c'est même justement, c'est l'amitié qui est au sein de ces projets-là, presque devenue nocive pour le projet en lui-même, qui faisait qu'en fait, sur la partie musicale, on pouvait plus se parler en fait. Il y avait pas la bonne distance, c'était plus possible quoi. Et, bah voilà, c'est ce qui effectivement c'est ce qui fait partie des raisons qu'on a arrêté le premier projet où on s'est rencontré avec Florian. C'est que ouais voilà, on arrivait, enfin il y avait la communication, les membres du groupe s'entendaient encore à peu près bien dans l'ensemble, à part quelques-uns qui avaient effectivement, là pour le coup ça avait commencé à mal se passer et du coup ça rendait pas bon. Et puis voilà, justement en se disant vas-y on repousse, à la fin c'était plus possible de crever l'abcès, donc c'est quelque chose d'important, mais il faut y faire parfois. Préserver en fait, faut faire attention. Donc, l'amitié, moi c'est ce que je dis souvent, c'est un peu de l'amour et l'amour peut vite tourner à la haine, mine de rien. Donc il faut. Mais la souffrance. et au côté obscur qui fait splitter des groupes. Yo. Ok. Bon, eh bien, les gars, merci beaucoup pour cette interview. Merci d'être venus. Merci à vous. Merci pour l'invite. Super. Et puis voilà, on va se quitter. Alors, dernière chose, voilà, les contacts pour Nights of Mandala. Ils ont une page Facebook. Il y a la page Facebook aussi pour leur label Weta Records. Il y a leur Instagram. Et il y a une adresse mail, même si vous voulez booker des dates. Tout à fait. Vous tapez Nights of Mandala, tout attaché, tout en minuscule, @gmail.com. Alors, Nights, c'est comme les chevaliers en anglais. Donc, il y a un petit K au début. Et voilà pour les subtilités. Après, si vous nous cherchez si vous avez à taper le nom entier sur Google ou sur Facebook, c'est nous qui ressortons normalement en premier. Voilà. Good. Et puis pour nous, on va se laisser. C'était toujours dans les locaux de Scandale que ça se passait. On remercie bien sûr encore une fois ce lieu de nous prêter ses locaux, son matériel pour faire nos petites émissions. Et on remercie tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aussi. Voilà. À très bientôt sur la Mighty. Et puis pareil, un big up à vous de nous avoir invités, un big up au lieu de nous avoir accueillis, et puis big up aux gens qui nous suivent déjà, et puis on espère pour les autres bonne découverte. Oui, merci. Bulle.